consultant en stratégie. Je suis le fondateur de Africains du Monde, donc c'est une organisation qui défend les intérêts des Africains partout dans le monde où ces intérêts sont mis en danger, où l'être africain est nié. Donc nous sommes vraiment là pour ça, pour essayer de faire en sorte qu'on comprenne où sont aujourd'hui les intérêts des Africains et comment faire pour que l'être africain soit respecté dans toute sa plénitude. Consultant en stratégie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là pour essayer de donner des solutions à des entreprises, de donner des solutions aux États pour qu'ils s'organisent mieux, pour faire en sorte que réellement leur population se sente bien, qu'ils vivent bien, faire en sorte qu'il y ait une meilleure organisation, faire en sorte que dans nos actes de tous les jours, on puisse mettre l'intérêt de l'Africain au centre de nos préoccupations. Donc c'est aussi bien en termes de population, aussi bien en termes d'entreprise, et aussi bien en termes de services. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et maintenant sur le plan du mouvement, sur le plan des organisations, ce qui nous intéresse aussi, c'est de faire en sorte que tous les Africains qui sont dans le monde soient des personnes qui ne se sentent pas seuls. Ils savent qu'on est derrière eux. D'accord. Et parlons justement en termes de stratégie, de la question ivoirienne. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire traverse une situation qui est délicate, qui est difficile, pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir un monde émerger. C'est-à-dire qu'à partir de l'Afrique, nous allons voir que le monde va changer. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que même les lois nationaux des pays ne sont pas respectées. En tout cas, aujourd'hui, nous avons la preuve, à travers la Côte d'Ivoire, que les pays africains peuvent aujourd'hui dire non, nous avons une constitution, c'est-à-dire que nous avons des lois, nous avons des règles, nous avons des modes de fonctionnement sur lesquels nous sommes pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, les pays africains peuvent le faire d'une raison simple. Qu'est-ce qui permet aux pays africains de le faire? En fait, c'est qu'eux-mêmes doivent se rendre compte que c'est la seule possibilité pour eux de pouvoir avancer. C'est-à-dire que si... Oui, mais d'accord, mais le véritable problème en termes constitutionnels, c'est de... Ok, mais ils ne maîtrisent rien en termes économiques. Le sous-sol est là, mais ils n'ont aucun moyen de pouvoir le maîtriser. Alors à quoi ça sert d'avoir une constitution suffisamment forte si on ne maîtrise pas son économie? Mais en fait, c'est la constitution qui va permettre réellement de maîtriser son économie. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous nous sommes donné des règles, et donc ces règles nous permettent d'une façon réelle de voir qui va diriger ce pays. Et en fonction de qui va diriger ce pays, nous allons voir qui va faire en sorte que les intérêts de ces pays-là soient sauvegardés. Et une fois que ces intérêts de ces pays-là sont sauvegardés, nous allons essayer de voir aussi comment nous allons faire pour répartir ces intérêts-là. Et ce que les Africains ne doivent pas oublier, c'est qu'en réalité, ce sont les pays africains qui ont les vrais moyens. Parce que les moyens, nous les avons. Nous avons les moyens d'abord intellectuels. Nous avons aujourd'hui formé des hommes et des femmes capables de nous accompagner dans tous nos systèmes, dans toutes nos procédures, dans toutes nos organisations. Deuxièmement, nous avons la démographie qui parle pour nous. Troisièmement, nous avons des moyens financiers aujourd'hui qui font que l'Afrique peut bouger d'elle-même. Et enfin, nous avons aussi le sous-sol, nous avons aussi l'air, nous avons le soleil en permanence. Donc nous avons vraiment des moyens qui nous permettent réellement d'avancer en Afrique. Simplement, ce qu'il faut mettre dans ces moyens, c'est la confiance. Il faut mettre la confiance dans l'être africain, mettre la confiance dans ses propres lois, mettre la confiance dans sa population, faire en sorte que les Africains aient un intérêt commun. S'ils arrivent à comprendre qu'ils ont un intérêt commun, ils peuvent comprendre qu'ils peuvent aussi partager des ressources. Et en partageant les ressources, on se donne de la force. Et donc cette force-là, nous l'avons. La question qu'il faut se poser, que va faire les Africains de leur matière, de leurs possibilités, de leur financement, de leur sous-sol et de ce dont ils disposent? C'est aux Africains de dire ce qu'ils vont faire. Une fois qu'ils ont clarifié ce qu'ils vont faire de leur matière première, de leur population et de leur ciel et de leur mer, à partir de ce moment-là, ils pourront après travailler avec les Américains, avec les Français et voir avec qui il y a la possibilité de travailler ou pas. C'est aux Africains de poser les règles. Parce qu'en règle, c'est eux qui ont la force. La force est chez eux. C'est eux qui ont la matière. Les autres n'ont pas la matière. Ils viennent prendre la matière ou ils viennent payer la matière. Mais c'est justement ça le truc. Est-ce que l'Africain, bien qu'il ait la matière aujourd'hui, a les moyens de contrecarrer un Américain ou un Français qui vient avec les armes
de dire non, vous ne pourriez pas utiliser mon sous-sol de cette façon? Est-ce qu'ils en ont les moyens? Aujourd'hui, les Africains ont les moyens. Le premier des moyens que les Africains, c'est d'abord leur population. Ce sont les êtres humains. Ils ont l'intelligence, ils ont la possibilité de dire non. Et en disant non, c'est aussi une façon de se réorganiser et de dire qu'aujourd'hui, nous allons nous-mêmes nous prendre en charge. C'est-à-dire que nous allons nous-mêmes nous réorganiser pour faire en sorte que nos matières premières vont être transformées par nous-mêmes. Nous allons nous-mêmes les vendre, nous allons nous-mêmes nous organiser pour faire en sorte que ceux d'en face, c'est-à-dire que ceux qui sont intéressés par ces matières, puissent comprendre qu'en réalité, ces matières ne sont pas une propriété qui n'appartienne à personne, mais ces matières appartiennent bien à une population, à un État, et que par conséquent, il appartient à cet État-là de dire ce qu'elle fait de ces matières-là. Pendant longtemps, pendant des siècles, nous avons vu des pays qui ont été envahis, des populations qui ont été décimées, il y a eu des génocides un peu partout, pour que ces matières-là soient prises. Nous avons des États qui se sont construits de toutes pièces. Voyons par exemple l'Australie, c'est un État qui s'est construit de toutes pièces en s'asseyant sur des génocides, des Africains qui étaient dans ces régions-là. Alors franchement, Thibaut, pourquoi les élections en Afrique sont-elles source de drame? En fait, les élections en Afrique sont souvent source de drame pour une raison d'abord capitale. La première, c'est que la plupart du temps, nous ne finançons pas nous-mêmes nos élections. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous avons des élections à organiser, nous faisons toujours appel à des fonds extérieurs. Par conséquent, il ne faut pas qu'on s'étonne que ces fonds extérieurs viennent aussi s'ingérer dans nos affaires pour nous imposer des candidats ou pour nous imposer des personnes qui seront sorties des urnes. Donc ce qu'il faudrait pour nos pays africains, c'est de faire en sorte que nous-mêmes, nous finançons nos élections à 100%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque législature, tous les pays africains doivent mettre de côté des fonds pour pouvoir financer toutes leurs élections. Des élections au niveau présidentiel, des élections législatives et des élections municipales. Je pense qu'on doit être à même de financer nous-mêmes nos élections. Voilà l'une des pistes de sortie des crises. La signature du président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnue par la CEDEAO en tant que président en fonction. Quelles sont les perspectives qui lui sont offertes? Déjà, l'une des premières perspectives qui lui sont offertes, c'est-à-dire qu'il a prouvé qu'il peut effectivement payer les fonctionnaires, et les fonctionnaires ont été payés pour le mois de décembre. Et encore une fois, c'est un précédent dans l'Afrique de l'Ouest de voir que la signature d'un président en fonction est remise en cause au sein de l'UMOA et au sein de la CEDEAO. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les principes même qui régissent les banques ne sont pas respectés. Donc l'une des perspectives qui sont offertes au président, c'est en fait de régler pour la première fois un contentieux historique et un contentieux qui est colonial. C'est-à-dire que faire en sorte que nos pays africains soient sûrs de leur force, soient sûrs de leur financement en créant eux-mêmes une monnaie simple qui leur permet de pouvoir faire face aux économies, de pouvoir faire tourner l'économie et de pouvoir faire en sorte que le pays marche sans être toujours être obligé d'être là en train de négocier, de savoir si sa signature peut être mise en cause ou pas, parce que là ça pose la question de confiance. On ne peut pas remettre en cause la confiance d'un pays au sein d'une union monétaire dont le pays principal a 40%. Donc je trouve que là, nous pouvons résoudre en créant une monnaie, résoudre ce problème-là et faire en sorte que plus tard, tous les pays africains qui ont compris la nécessité de s'unir entreront dans cette monnaie et faire en sorte que cette monnaie soit une monnaie forte. Que pensez-vous de la Cour pénale internationale? En tout cas, pour les pays africains, je pense que la Cour pénale internationale, qui en règle générale devait être une justice pour pouvoir dire le droit et faire en sorte qu'il y ait réparation, on se rend compte qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale est un bras armé des pays occidentaux pour pouvoir effrayer les présidents qui sont en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une façon réelle, les pays africains ne devraient plus être dans la CPI. Ils doivent ne pas reconnaître cette cour comme étant une justice qui doivent les effrayer et qui doivent juger
tous les présidents africains. En règle générale, si cette justice, elle est internationale, elle doit s'intéresser à tout le monde. C'est-à-dire qu'elle doit être capable non seulement de régler aussi le cas en Irak, le cas en Afghanistan, le cas en Chine et aussi le cas en Afrique. Donc ce qui est important pour les pays africains, ils doivent sortir de cette Cour pénale internationale et faire en sorte qu'ils ne doivent pas reconnaître cette Cour. La preuve en est que les États-Unis ne reconnaissent pas cette Cour, la France ne la reconnaît pas, la Chine non plus ne la reconnaît pas. Pourquoi? Ce seraient les pays africains qui, eux, s'empresseraient à reconnaître une Cour pénale qui, en règle générale, n'est pas à leur faveur. Puisqu'aujourd'hui, quand on regarde bien dans cette Cour pénale internationale, les personnes qui y sont, ce n'est que des Africains qui sont dans cette Cour pénale internationale. Donc ce qu'il faut aux Africains, c'est de créer eux-mêmes leur propre cour pour pouvoir juger leurs propres ressortissants, leurs propres présidents. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, les pays africains seront capables de parler avec les pays européens. Pensez-vous qu'il existe aujourd'hui en Côte d'Ivoire un problème ethnique? En fait, c'est une question qui est très intéressante pour deux raisons. La première des raisons, l'incompétence des acteurs a souvent justifié le fait ethnique. Alors qu'on se rend bien compte que le fait ethnique en Afrique est un avantage pour les pays africains. Pourquoi c'est un avantage? Parce que là où on peut trouver une solution, on se rend compte que nous avons plusieurs solutions en Afrique. C'est-à-dire que nous avons plusieurs langues, nous avons plusieurs façons de faire. Donc, par définition, on trouve toujours la meilleure solution. Donc, en fait, l'ethnie en tant que telle n'est pas un problème pour les pays africains. C'est plutôt une chance pour les pays africains pour pouvoir trouver des solutions à leurs difficultés. Souvent, quand il y a tripatouillage des élections, on s'empresse de dire qu'il y a un fait ethnique. Alors qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que dans les grandes villes des pays africains, tout le monde, il y a un brassage de langues, il y a un brassage d'ethnies, et qu'on ne sait pas forcément qui sort de ces ethnies-là pour aller voter un acteur plutôt qu'un autre. Donc aujourd'hui, l'ethnie ne doit pas être un facteur bloquant pour les pays africains. L'ethnie est un facteur pour pouvoir sortir les pays africains pour qu'ils émergent. Donc c'est vraiment un facteur important pour nous de pouvoir sortir nos pays des carcans ethniques. Il faut plutôt justifier les carences des élections par l'inorganisation, par des tripatouillages, mais ce n'est pas forcément le fait ethnique qui doit justifier nos élections. Alors, cher Thibaut Obou, s'il fallait lancer un appel aux Ivoiriens en ce moment, que leur diriez-vous? Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire à nos frères ivoiriens et africains, c'est vraiment de respecter leurs règles, leurs procédures et leurs lois. C'est de s'entendre, c'est de faire un effort pour qu'aujourd'hui on sache que dans nos pays africains, il y a des règles. Et encore, la chance qu'a la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est que derrière ces élections présidentielles, nous avons des élections législatives qui arrivent. Et donc d'une façon réelle, s'il y a un pouvoir en termes de légitimité, les élections législatives peuvent porter à leur tête un gagnant réel qui, lui, il aura le pouvoir de tout changer. Il aura le pouvoir de l'exécutif et de faire en sorte que le problème aujourd'hui en Côte d'Ivoire soit réglé. Donc ce que je peux dire aujourd'hui aux Africains et aux Ivoiriens en particulier, c'est de faire un effort pour s'attendre sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la Côte d'Ivoire. C'est la terre africaine qui nous appartient tous. Et que chacun a sa place. Si on ne cède pas au fait que nous soyons toujours éparpillés, que nous soyons toujours divisés. Parce que le fait, c'est quoi? C'est de faire en sorte de diviser les pays africains, comme ça a été fait depuis longtemps, depuis 1885, pour que nous, Africains, nous ne nous attendions pas. Je pense qu'aujourd'hui, on peut le faire. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises. Aujourd'hui, les Africains doivent se ressaisir, les Ivoiriens doivent se ressaisir et de faire un effort pour que, ensemble, nous construisions un pays fort. On l'a fait et nous allons continuer à le faire. Cher Thibaut, je vous remercie. Merci beaucoup et à très bientôt.